il avait pris la décision un jour de prendre la nationalité française. Il disait toujours qu'il était français, très fier de l'être, mais il avait un peu de la nostalgie de l'Italie, toujours. Amédée Gordini a partagé son enfance, depuis le 23 juin 1899, entre Bazzano et Bologne, non loin de Maranello, où, voyant passer les concurrents du Tour d'Émilie, il décide très vite que sa vie serait liée à la course automobile. Il a 8 ans lorsque meurt son père et 2 ans plus tard, sa mère se remarie avec un monsieur Cherzolla qui lui-même a un enfant, Athos, qu'Amédée considérera toujours comme son frère. Puis, c'est la Première Guerre mondiale. Amédée est envoyé sous les drapeaux. Et lorsqu'il est démobilisé en 1921, le jeune mécanicien est déjà père d'un petit Aldo, fruit d'un mariage avec une jeune fille de Catane. Grand amateur de boxe, en 1925, il arrive à Paris pour suivre les exploits de Georges Carpentier. Il sera contraint d'y travailler pour honorer une addition un peu trop salée. Il ne repartira plus. La capitale sera le témoin du vrai début de l'histoire entre Amédée Gordini et la course automobile. Au début, c'était relativement simple, parce que c'était des petits budgets. Ce qu'il gagnait quand il est arrivé en France, il a travaillé chez Cataneo, et donc avec son salaire, et dans l'atelier, il pouvait déjà préparer quelques voitures pour des clients dans les premières fois. Puis il s'est mis à son compte, à Suresnes, et là, il a préparé des Fiat Balilla qu'il achetait et qu'il revendait à des clients. Donc il a réussi à en garder une, qui était la première voiture d'usine, mais c'était des préparations en améliorant les conduits d'admission et d'échappement, les polissant, en faisant de meilleurs réglages, en mettant un carburateur plus grand. Au début, c'était des toutes petites préparations. Mais les voitures bien préparées gagnaient. En 1933 et 1934, il remporte la course de Suresnes avec sa Fiat 514. Mais c'est une course de lenteur. Il engage alors un jeune apprenti qui deviendra un des piliers du team Gordini, Liber Teso. Athos et Aldo l'ayant rejoint dès 1927. Au Bol d'Or 1935, on peut le voir sur la première Fiat Balilla, bientôt victorieuse, qu'il achètera très vite à un de ses amis et qu'il a soigneusement préparée, allant jusqu'à adapter une carrosserie en aluminium. Simca Fiat entrevoit très vite la retombée de ce succès et propose tout de suite des primes pour chaque victoire obtenue. Le résultat se fait aussitôt sentir. 6 courses, 5 victoires. Et le grand journaliste Charles Farroux le remarque. Tout naturellement, en janvier 1936, il signe un contrat avec Simca et il engage un carrossier, Gabriel Bosser, que tout le monde appellera très vite Gabi. 3 Simca Fiat de l'équipe Gordini monopolisent le podium du Bol d'Or 1936 comme aux 24 heures de Spa. C'est à cette époque qu'il fait la connaissance de José Scarron, propriétaire d'un grand garage au Havre et président des agents Simca en France, qui le suivra jusqu'en 1952 et remportera de nombreuses victoires au volant des Gordini. Amédée intègre alors à son groupe Loris Bantini, italien bien sûr. Les fondations de l'équipe sont là. Les 24 heures du Mans 1937 voient la victoire de la Simca 5 dans sa catégorie. Mais Gordini doit abandonner suite à une mauvaise organisation dans les stands. L'arrivée de la Simca 8 excite toute l'équipe. Les victoires s'enchaînent. Ils vont même, avec une Simca 5 préparée, battre tous les records à Montlhéry. Et de 4 au Bol d'Or 1938. Avec la nouvelle Simca 8, c'est encore un succès. Aux 24 heures du Mans, la Simca 8 ne tient pas. Mais la Simca 5 d'Athos gagne sa classe et l'indice de performance. Notons qu'elle est dotée d'un 560 cm3 et bat des voitures de 1800 cm3. Il y a de la sorcellerie là-dedans, commande Charles Farroux. Le mot est lancé. Pour Charles Farroux, qui étant donné l'extraordinaire rendement que j'avais nos moteurs de 1100 cm3,
Il m'avait surnommé le sorcier. Puis depuis, c'est resté. Et aussi bien les autres constructeurs, aussi, quand ils m'envoient des dépêches et comme ça, on envoie des dépêches, on met à Amédée Gordini le sorcier. Les victoires s'enchaînent toutes les semaines. Les 24 heures de Spa, le Paris-Nice, le Tourist Trophy à Dundrod, et Amédée Gordini est fier de présenter ses 2 Simca 8 au Salon de l'élégance à Bacatel. En ce début d'année 1939, Amédée est devenu un personnage public que l'on recherche dans les cocktails. Il remporte avec Scarron, en catégorie 1500 cm3, le rallye de Monte-Carlo et décide, avec l'argent gagné, de modifier de manière radicale un châssis Simca 8. Les attaches de châssis sont renforcées et, surtout, la nouvelle carrosserie élaborée par Gaby sera mieux profilée sur une structure de tube de 12 mm de diamètre. Et son baptême sera les 24 heures du Mans. La Bugatti de Vimy-les-Véron va disputer une course régulière qui l'emmènera à la victoire. Cette fois-ci, toute l'équipe a bien préparé sa tactique de course. Et Gordini et Scarron appliquent scrupuleusement le plan de marche. C'est un succès total. Les 2 Simca Sport remportent la première et seconde place en catégorie 1100 cm3, ainsi que les 2 Simca 5 en catégorie 750 cm3. La retombée médiatique est sans pareil. Les prouesses du sorcier sont dans tous les journaux. C'est la consécration. Au Grand Prix de Comminges, le 4 août, Gordini va animer une course magnifique. Ce jour-là, le sorcier finit premier de sa catégorie. Et 3e au scratch avec un modeste 1100, il domine des 3 et 4 litres 5. Ce même mois, Jean Bugatti trouve la mort. Le 1er septembre, Hitler envahit la Pologne. La conjoncture rattrape les intérêts sportifs. L'atelier de Suresnes sert de remise pour les voitures avant d'être détruit lors d'un bombardement en 1943. Amédée profite de l'argent remporté aux 24 heures du Mans pour louer un local, boulevard Victor, dans le 15e arrondissement. L'organisation Todd le réquisitionne aussitôt, ainsi que toute l'équipe, pour entretenir le parc des services français et allemands. Bientôt, plus de 100 personnes s'affairent dans l'atelier. Le rendement est volontairement très faible, et chacun s'applique à résister à sa façon pendant ces 4 années. Nous avons rencontré un de ces résistants du 69 boulevard Victor. Comment je me suis retrouvé chez Gordini, je ne sais pas. Je ne m'en rappelle plus. Je crois qu'il y avait une annonce ou je ne sais pas quoi. J'étais rentré là-dedans, il y avait un truc d'apprentissage. C'était l'armée, l'organisation de Todd, c'est les Allemands, et ils cherchaient les apprentis. Et je suis rentré là-dedans. Et je suis resté le seul après la guerre. Je suis resté avec Athos, on a gardé le garage, parce que là, il y avait des FFI qui couraient au cul au père Gordini, ils voulaient le descendre, comme il avait eu plus. En plus, il était italien, il avait pas manigancé, mais enfin, on travaillait pour les Allemands, puis il y avait des photos comme ça, vous pouvez le dire, où il était pris plus ou moins avec des généraux, c'est vrai, il y avait des généraux, des commandants qui étaient là, il était obligé de travailler avec, quoi. Et il y a eu la période juste après la guerre, là, où il n'y avait pas de gouvernement, il y a les FFI qui sont entrés dans le garage, s'il était là, il descendait à vue. Hein. Et son frère, Athos, il s'appelait Kerzola, il s'appelait pas Gordini, ça l'a sauvé, lui, hein, mais on était que tous les deux. Je suis resté avec Athos et tout le monde s'était... Lui, Gordini était parti en Suisse, lui. Et il est revenu 2 ans, même pas 6 mois après, et 2 ans après, on lui donnait la Légion d'honneur.
dans la liesse de la paix retrouvée, quelques réactions ne furent pas toujours justes. Il a fait beaucoup, il a embauché pas mal de gens qu'il a empêché de partir au STO et tout, et ça a été une des choses qu'on n'a pas pu lui reprocher à la fin, parce qu'il a été comme beaucoup, on a essayé de lui reprocher qu'il ait travaillé pour les Allemands. Après, c'est parti normalement, quoi. On ressort les voitures cachées ici et là, et c'est devant 200 000 spectateurs que la course renaît, sur un circuit tracé dans le bois de Boulogne. 3 courses sont au programme. Wimille remporte la Coupe des prisonniers, et Gordini, qui a ressorti la Simca 8, victorieuse au Mans en 1939, ainsi que 3 autres voitures, remporte la Coupe de la Libération. Tout va pouvoir continuer avec Simca. L'aventure va recommencer. Le local acquis dans le 15e va vite devenir un mythe. Le décor est planté et ne changera pas. Visitons-le. C'était un ancien garage, côté boulevard Victor, avec, c'était un garage d'ailleurs, avec une entrée par une porte coulissante et une petite entrée dans la porte. Et là, il avait installé un bureau d'études. C'était plutôt un couloir qu'un bureau, mais enfin, nous étions quand même 4 dessinateurs ou ingénieurs. Et sur le côté à droite, il y avait le banc d'essai. Et alors après, vous aviez quelques marches pour monter à l'atelier d'usinage qui donnait, lui, rue de Vaugirard. Ça faisait un L, si vous voulez. Et où il y avait toutes les machines, il y avait les tours, fraiseuses, alaiseuses, rectifieuses, plus une équipe d'ajusteurs, et les tauliers, les chaudronniers et peintres. On était quand même, à un moment donné, 70. Il y avait l'atelier du bas puis l'atelier du haut. Alors le bas, c'était le garage client, la porte qu'il y avait là où il y a le tel Mercure maintenant. Et puis en haut, il y avait un monte-charge, des marches, c'était les courses. Alors théoriquement, on ne devait pas se mélanger. Moi, j'étais tout le temps fourré avec les autres là-haut. Puis au bout d'un an, Gordini en a eu marre de voir des clients, il a fermé le garage et il a licencié les gens, mais pas beaucoup, il y avait 7-8. Et les gars de la compétition, entre autres son frère, Altos, a dit « Lui, là, on le garde avec nous ». Comme ça, vraiment, c'est du hasard, quoi. Et puis bon, j'y suis resté 7 ans. Da Silva Ramos, qui rejoindra l'équipe en 1955, se souvient. L'atelier, c'était un sanctuaire où on arrivait et on avait plaisir à venir. Tout le monde courait après un arbre à cames, après un boulon, après un pont arrière pour monter les voitures. Ça se faisait dans une grande gaieté, une grande gentillesse parce que tous les mécaniciens étaient très dévoués, souvent pas très bien payés, mais ils avaient la passion également de la course. Ils aimaient beaucoup les pilotes les aimaient beaucoup, et c'était une bonne équipe avec un très bon esprit, une grande camaraderie, et c'était très sportif, disons. Mais évidemment, c'était pas une clinique et c'était pas l'aspect de Ferrari, ça n'avait rien à voir. C'était beaucoup plus, disons, amateur. Mais revenons en cette année 1946. Sans perdre de temps, le patron construit, avec le concours total de Simca, une toute nouvelle monoplace. Sa première course aura lieu à Nice, aux mains du sorcier. On peut voir Amédée en tête et Scarron sur la Simca 8. Amédée sera contraint de s'arrêter sur des problèmes d'attache de pont. Scarron remporte la course. Qu'il est bon le goût de la victoire. Il sera encore plus savoureux un mois plus tard,
lorsqu'à la suite de la victoire du sorcier au Grand Prix de Forez, Simca décide d'apporter enfin son aide officielle. L'équipe Simca Gordini est créée. Simca est arrivé avant-guerre, les premiers contrats. Et Simca l'a aidé donc c'était un sponsor, puisqu'il mettait son nom dessus, de 46 à 51, fin 51. La contribution financière et l'accès à divers ateliers, la possibilité de faire usiner certaines pièces, seront le début d'une longue collaboration et d'un échange réciproque. En 1948, Simca organisera la montée d'une Gordini au premier étage de la Tour Eiffel. En 1947, un jeune passionné, désireux d'appréhender le monde de la course, vient trouver Gordini. Je lui ai demandé comment, bêtement, je pouvais penser à faire de la compétition de la course automobile. Il m'a dit, mon vieux, vous débarquez, moi je ne vous connais pas. Néanmoins, si vous avez un peu de sous, dit j'en ai pas beaucoup. Mais par contre, je peux peut-être vous vendre, dans des conditions qui seraient en rapport avec vos possibilités, une ou deux voitures, mais qui ont été bombardées pendant la guerre dans nos ateliers de Suresnes. Et si vous avez les moyens, les capacités, les relations, les possibilités de restaurer ces voitures, ces automobiles, ces châssis, je vais vous faire une proposition. Et donc, j'ai commencé comme ça et j'ai acheté à Amélie Gordini 2 châssis Balilla. Et j'ai entrepris la restauration de ces autos, la remise en état avec l'aide de camarades mécaniciens. Et 2 automobiles sont nées, qui étaient assez réussies. Et en partant de là, eh bien, j'ai pu fréquenter de plus près l'écurie Gordini, dont j'étais pratiquement une pièce rapportée. On me tolérait à côté des vrais Gordini. Et c'était très amusant, et voilà comment les choses ont commencé. Déjà, au Grand Prix de Paris, à Longchamp, 4 monoplaces 1100 enrichissent le plateau. À leur volant, le jeune espoir Maurice Trintignant, le champion Raymond Sommer, et comme premier pilote, le prestigieux coureur Jean-Pierre Vimille. Ceux qui ont connu cet homme hors du commun nous en parlent. C'était un garçon que j'aimais beaucoup, qui était plus qu'un grand champion, c'était un type extraordinaire. Et c'est lui qui a été un peu mon professeur dans le fond. Puis lui, il ne se trompait jamais. Il vous disait, là, il me faut un pont de 10-33, on mettait une fois le pont, c'était fini. Il y avait tout un tas de branleurs, là, le pont le changeait 10 fois, la boîte de vitesse, les rapports, ça n'allait jamais. Mais avec lui, il faisait 2 tours. Il battait le record du tour, il s'asseyait, si le record du tour battu, il reprenait la voiture, il refaisait 2 tours, et il rebattait le record du tour. Avec Jean-Pierre Vimy, vous auriez mis vos pieds là, et il passait toujours au même endroit. Et vous n'aurez pas monté sur les pieds. Mais c'était un métronome. C'est à l'occasion de ce Grand Prix de Paris, pour combattre une chaleur accablante, que Gordini conseille à Vimille de mettre une feuille de chou mouillée à l'intérieur de son serre-tête. Ils offriront, avec Raymond Sommer, un spectacle palpitant au public parisien. Au terme d'une lutte sans merci, où Sommer finira par taper un trottoir, Jean-Pierre Vimille est heureux de sa première place.
Une grande camaraderie règne dans l'équipe. Le sourire du patron est là pour le prouver. Bientôt, au Grand Prix d'Argentine, remporté brillamment par Wimille en ce début d'année 1948, Amédée croise un regard qu'il n'oubliera pas. Le général Péronne avait invité de nombreuses équipes européennes à venir là-bas avec un pilote et 2 voitures, et donc les équipes européennes devaient choisir des pilotes locaux. Et Amédée Gordini ne connaissait pas particulièrement les pilotes argentins, et il avait choisi Fangio à cause de son regard qui était perçant, un regard d'acier, très bleu, très clair. Et il avait dit ce pilote doit être très rapide, son regard est tellement perçant qui doit arriver à dominer les autres. Et il a choisi le bon pilote. Il ravira ce jour le record du Tour à Wimille. Amédée a-t-il conscience de confier ses voitures aux 2 plus grands pilotes de leur temps? À l'occasion du Grand Prix de Perpignan, le style évolue et la forme des calandres prend de la rondeur. Les 3 monoplaces sont confiées à Wimille, Trintignant et au prince Troubetskoy, plus connu sous le pseudonyme de Prince Igor. Wimille va devoir abandonner, une fuite au radiateur conduit son moteur à surchauffer. Sommer, qui s'apprête à attaquer Trintignant à leur premier, doit s'arrêter sur bris de son levier de vitesse. Le prince Igor terminera 4e. Mais le plus heureux est Trintignant, qui remporte sa première victoire sur Gordini. La seconde place revient à un jeune pilote de 31 ans, Robert Manzon, sur une 6 Italia. Sa performance n'a pas échappé à Gordini. Et à l'arrivée, il y a Marcel Lezurc, qui était le manager de l'équipe Gordini, qui m'a dit « Si vous voulez courir avec nous, rendez-vous dans 15 jours au Grand Prix de Genève, en Suisse. » Et voilà comment je suis rentré chez Gordini. Manzon terminera 3e de sa catégorie dès sa première course. Sommer remporte la victoire après une lutte acharnée avec le prince Bira. Mais ce pilote fougueux est parfois un peu trop optimiste. Maurice Trintignant, qui eut un grave accident en 1948, nous en parle. Et mon accident que j'ai eu à Berne, c'est sa faute. C'est sa faute, parce que Gordini m'avait dit, j'avais une bonne voiture, et j'avais fait les meilleurs temps d'essai. Et il y avait les Sci Italia. Et il y a Taruffi qui avait les Sci Italia. Il m'a dit, Maurice, pour gagner, tu n'as qu'à accélérer quand il faut. Il m'a dit, il n'y en a qu'un qui est dangereux, c'est Taruffi, la Sci Italia, qui a une machine qui marche à l'alcool. C'est le seul dangereux. Alors, mon idée, c'était de suivre Taruffi. Et ce que j'ai fait pendant les 3 ou 4 tours que j'ai fait. Et Sommer est arrivé, il a voulu nous passer tous les deux dans une courbe. Une courbe qui porte mon nom maintenant. Et alors, il m'a serré, je le dis involontairement, bien sûr. Pour pas qu'il me touche, ça c'est les spectateurs qui me l'ont dit, parce que je ne me suis pas rendu compte. J'ai fait un écart. Il devait pas passer, et j'ai fait un écart. Et en faisant cet écart, j'ai attrapé les barrières de protection qui étaient comme les barrières toulousaines, vous savez, et puis qui préservaient un talus. Et ce talus était à la hauteur d'un premier étage dessus. Et j'ai monté sur ce talus. Et la voiture a fait un looping complet, elle m'a vidé quand ça a été en l'air, etc. Je suis arrivé au moment où Raymond Sommer et Maurice Trintignant se sont accidentés. J'ai tapé dans la voiture de Maurice Trintignant,
Je suis parti en tête à queue et je l'ai attrapé à l'épaule avec l'arrière de ma voiture. Comme je savais qu'il y avait la meute qui arrivait derrière, les autres voitures, je suis descendu le plus vite possible de la voiture, j'ai pris Maurice Trintignant dans les bras, qui était au milieu de la piste, et je l'ai mené au poste de secours, qui était à côté. Et Berne, ça s'est arrêté là. Lui, il est rentré à l'hôpital, et moi, je suis parti à Marseille. Je suis réellement mort. Mais réellement mort. Cliniquement mort. Mon cœur est reparti 1 minute 15 secondes après. Alors, ils m'avaient enlevé les manomètres, tout ce qu'ils m'avaient mis, et ils m'ont rééquipé tout de suite, et voilà. Et depuis ça marche. Voilà. À Angoulême, la course sera encore l'occasion pour Sommer de se distinguer en poussant pieds nus sa monoplace en panne d'embrayage. Le Prince Igor donnera une nouvelle victoire à Gordini. Les week-ends et les courses s'enchaînent. Ici, on peut voir l'équipe du Sorcier à la course de côte du Mont Ventoux, où il engagera régulièrement des sports et des monoplaces, toujours en haut du classement à l'arrivée. Le folklore de ce genre d'épreuve enthousiasme le public. Le 1er février 1949, les Français apprennent l'impensable. À plus de 200 km/h sur toutes les routes du monde, Jean-Pierre Vimille avait fait triompher les couleurs françaises. Une fois de plus, en dépit du souvenir de tant d'accidents stupides qui avaient coûté la vie à ses camarades, il était parti vers l'Argentine où il avait triomphé l'an dernier. Et le plus banal des incidents a voulu qu'il disparaisse à jamais. Mais sa grande figure de pilote racé, à droit jusqu'à l'incomparable, ne s'effacera pas de sitôt. C'était un entraînement, je crois que c'était la dernière séance d'entraînement, c'était au petit jour parce que comme il faisait très chaud, il faisait ça le matin de bonne heure. Et c'est 2 ou 3 spectateurs qui ont voulu traverser, et bien pour les éviter, bon s'il les avait pris plein de tête, il est parti, et il y avait des bottes de paille, et les bottes de paille, il est rentré dedans, la voiture n'avait rien. Hein. Il est rentré dedans comme ça, les bottes de paille ont fait... Avec le sable, la voiture, elle a fait ça, et elle s'est retombée sur les pieds, elle n'avait rien. Elle est retombée sur le côté. Et comme c'était un malabar, on avait mis, c'était un costaud, hein, il a eu un éclatement du sternum. Amédée venait de perdre un de ses meilleurs pilotes, le seul à mourir au volant d'une Gordini. Tout le monde est encore sous le choc quand les équipes arrivent à Pau. Fangio dispute sa seconde course européenne sur une Maserati 4 CCT à double compresseur. En mai, il sera à Marseille. On le retrouvera au volant d'une Gordini achetée en Argentine après la mort de Vimille. Il terminera premier. À Pau, Trintignant et Manzon ne feront pas mieux que 5e et 6e. Ils manquent cruellement de puissance avec leurs 1200 cm3 face aux 4 Maserati d'usine. Encore une fois, Raymond Sommer va faire le spectacle dans la première manche. Au premier essai, il casse un moteur. Au deuxième essai, il casse un autre moteur.
Il nous avait cassé 3 moteurs ce jour-là, je crois. Et on n'en avait plus. On a pris un moteur chez le concessionnaire, c'est-à-dire un moteur strictement de série. C'était des Simca 8 à l'époque, ou de la ronde, ça doit être la ronde quand même. Et on l'a mis dedans de manière à ce qu'il puisse prendre le départ, pour avoir la prime de départ, parce que c'était quand même c'était très important pour nous. Je ne sais pas combien il touchait à l'époque, moi je ne saurais pas le dire, mais enfin, c'était quand même. Il fallait prendre le départ. Et ce maire, il a conduit. Il est parti en tête. Il est parti en tête. Et il a fait 2 tours, et le moteur a explosé. Et la voiture, elle est partie en l'air. Le souvenir de la mort de Vimille a un instant plongé le grand cirque dans une profonde inquiétude. Heureusement, plus de peur que de mort. Fangio remporte l'épreuve. Monzon devra abandonner dans la 2e éliminatoire. Trintignant terminera 8e de la finale. Pour la 21e édition du Bol d'Or, Amédée Gordini a confié à Léon Fièvre la Simca 8 victorieuse au Mans. Mais là encore, c'est Robert Manzon qui va se distinguer sur un coupé Simca 8 de série dont le moteur a été spécialement préparé. Dans la nuit, à un certain moment, un ravitaillement d'essence, j'ai dit à Amédée Gordini, j'ai plus de frein, je ne peux plus m'arrêter. Dans les virages, je suis obligé de couper plus tôt, parce que j'ai plus de frein. Et il m'a dit simplement, change de jambe. Tu as la jambe fatiguée, freine avec la jambe gauche. Effectivement, j'avais tous mes freins avec la jambe gauche. Et lorsque la jambe gauche a été fatiguée, je suis reparti avec la jambe droite. Il mènera de bout en bout, surclassant les autres concurrents par son talent. Mais penchons-nous sur les modifications que le sorcier applique à ses moteurs. Jusqu'en 1947, Gordini s'est contenté d'utiliser des culasses Simca améliorées. Ensuite, sur les planches à dessin, on porte la cylindrée de 1089 à 1220 cm3. Ce sera le moteur de la ronde. La deuxième étude concerne un moteur de 1430 cm3. On a abandonné la culasse Simca, une culasse hémisphérique à soupape en V, avec des culbuteurs courts à l'échappement et longs à l'admission, et mise au point. Gordini sait que l'important dans un moteur, c'est sa respiration. À Angoulême, les organisateurs ne dérogent pas à la tradition. 2 manches de 55 tours et une finale de 80 tours. Monzon s'octroie facilement la première manche devant Martin et Folland sur sa Ferrari 2 litres. La superbe bataille entre Trintignant et Sterzy marquera la seconde éliminatoire avant que la Magnéto lâche Pétoulé, qui poussa désespérément sa voiture. De retour au stand, il convainc Amédée de prendre la petite 1100 de Tépenier, numéro 40, prend le départ de la finale, remonte le peloton et remporte l'épreuve. Quelle leçon donnée par le champion du monde. Amédée ne quitte plus le boulevard Victor. Il passe de l'atelier au bureau et du bureau à l'atelier. Et il sait qu'il peut compter sur tous ses compagnons. Il exigeait beaucoup les gens. On travaillait le samedi, on travaillait le dimanche, on travaillait les jours de fête, on travaillait tard le soir, on travaillait des fois la nuit. Pour lui-même, il était exigeant. Hein. Par contre, quand on lui disait, tiens, il est minuit, on s'en va manger, il disait, quoi, vous avez faim? Il était tout étonné qu'on ait faim, parce qu'on allait dans un grand restaurant et lui commandait 2 œufs sur le plat. D'ailleurs, je disais au restaurant, s'il faisait semblant de regarder le menu, j'ai 2 œufs sur le plat. Et c'était 2 œufs sur le plat. Il mangeait pas. Il mangeait presque pas. Il buvait pas mal, mais il mangeait pas. Alors, il comprenait pas que nous, on ait faim.
Vous connaissez sommeil. Entre les grands prix, quoi, dans la morte saison, alors des fois on était un petit peu difficile à vivre. Il foutait le camp. Quand il sentait qu'on était trop, on ne le voyait pas pendant une journée, il nous laissait. Moi j'ai trouvé que c'était bien. Je prouvais qu'il y avait de... Mais quand il nous demandait quelque chose, quand il fallait y aller, ça y allait, tout le monde y allait. Quand il faut courir tous les week-ends, en emmenant jusqu'à 5 voitures sur les pistes, la fatigue, l'énervement créent une ambiance, un climat qui distingueront longtemps l'équipe Gordini du reste du paddock. Un stand Gordini par rapport à un stand Mercedes, c'était vraiment le jour et la nuit. Hein. Dans le stand AVD, c'était la grande fiesta. Et dans les stands anglais, c'était autre chose. Eux, ils chantaient. Ils marchaient au whisky et ils chantaient. Je pense que de se marrer, ça signifie une certaine inconscience. C'est pas négligeable dans ces moments-là. Hein. Parce qu'il arrive tellement de gros coups durs en course automobile que... je ne dis pas qu'il faut être blindé, mais pas loin hein, quand même. Dans les stands, moi je me rappelle, je prenais des temps à côté, bon que ce soit Gordini, Ferrari, Renault ou autre, on se disait bonjour, on mangeait ensemble, c'était extrêmement amical. Au contraire, on regardait évidemment au départ nos voitures, ah dis donc zut, il s'est fait râper là, mais hop, ça ne... Ils arrivaient à l'époque à côté des stands, et puis il fallait se dépêcher d'ailleurs pour regarder si les pneus étaient bons, et puis leur mettre de l'essence, parce que ça marchait évidemment l'essence uniquement. On taillait avec des gros entonnoirs, un entonnoir qui était grand comme ça, puis des pots de lait, des pots de 20 litres. Ça allait vite, hein, parce que bon, quand on en mettait 2 ou 3, c'était un maximum. Ça ne demandait pas longtemps. Hein. Les épouses des pilotes, telles que Nelly da Silva Ramos, sont souvent là, dans un coin, pour assister à l'effervescence de l'équipe. Dans les stands, chacun était pour soi. Chacun avait son chronomètre. Moi, je n'arrivais jamais à rien comprendre. J'allais toujours chez Ugolini demander dans quel tour on était, parce que même des fois, Gordini ne le savait plus. Je crois qu'il était à peu près aussi brouillon dans les stands que dans son atelier, en ce sens qu'il avait 3 panneaux. Il avait un panneau rouge, c'était un disque rouge, un disque bleu et un disque blanc. Alors le disque blanc est le seul que j'ai jamais vu. C'est tout va bien. Le disque bleu, c'est va plus vite, et le disque rouge va moins vite. Le disque rouge, je ne l'ai jamais vu, et le disque bleu, on ne pouvait pas aller plus vite. Alors, on ne l'a pas vu souvent non plus. Souvent, les mécanos me disaient, enfin pas trop souvent, mais quand même plusieurs fois, ils m'ont dit, dites à votre mari de ne pas aller trop vite, parce qu'il y a un truc qui ne marche pas. Alors Gordini était là, il faisait taille, taille, taille. Et moi, j'étais derrière lui, je faisais doucement, doucement. Et chaque fois, avant les courses, je disais toujours à Nano, va doucement, ce qui le faisait rire, évidemment, parce qu'il n'allait pas faire une course pour aller doucement. Parmi les personnages qui faisaient la particularité de l'équipe Gordini et de son image, il y avait bien sûr Robert Aumaître, ancien compagnon de Jean Bugatti. Un homme qui, par sa faconde, sa popularité et ses innovations, surprenait parfois les pilotes, comme ici au Grand Prix de Lausanne 1949. Le gros Robert, notre mécanicien, passe un panneau rond où il y a somme, man, train. C'est-à-dire sommaire, premier, deuxième zone, troisième, 31.
Et à l'arrivée, c'est Raymond Sommer qui demande à Gordini et au mécanicien, au gros Robert, « Pourquoi tu me disais Sommer, manie-toi le train ?» Il avait compris ça, lui. « Sommer, manie-toi le train ». C'est lui qui a amené un peu la signalisation. Il était déjà très en avance. On travaillait une caisse avec il avait tout pour faire le panotage. C'était un bon metteur au point. Ah, il faisait pas grand-chose. Ah non, il faisait rien. Il était toujours... Alors lui, tu lui donnais un tournevis, il te réglait une bagnole. Alors ça, il la mettait au point, bah, c'était fabuleux. Hein. Mais sans ça, il était meilleur pour commander que pour travailler, hein, ça c'est sûr. On dit qu'il faut avoir l'oreille musicale pour régler les moteurs. Gordini et Aumêtre étaient de ces gens-là. Mais quelquefois, à vouloir trop bien faire, le sorcier détruit le réglage tant recherché. Il avait toujours un tournevis à la main pour venir au dernier moment faire des réglages à lui. Alors il démolissait tout à ce moment-là. Alors ma voiture était bien réglée, c'était Robert Aumêtre parce que c'était un champion pour la question. Et la voiture était très bien. Quand on l'accélérait, ça partait boum, tout de suite. Hein. Tandis que lorsque c'est mal réglé, à ce moment-là, ça bafouille un peu et puis ça vient après. Donc, perte de temps. Et alors on était sur la ligne de départ, on allait partir, je sais pas moi, dans 2 minutes. Et Amédée vient, soulève mon capot avec son tournevis. Ah, je lui dis, ne touche plus rien, ne touche rien là-dedans. Tu vas tout me démolir, tout va me traîner. Alors il a bricolé ce carburateur et la voiture n'en a plus été bien. Et j'étais obligé de prendre la voiture de Simon pour le Grand Prix. Si Amédée est parfois peu inspiré pour les modifications de dernière minute, il a de quoi se réjouir du contrat qu'il a signé avec Osca pour construire un V12 de 4,5 litres. En effet, Simca interdit toute étude de moteur de plus de 4 cylindres sans leur accord. Le moteur donne très vite plus de 210 chevaux, mais le patron n'a pas réussi à convaincre Simca de s'impliquer dans cette étude, construire une voiture de sport commercialisable à partir de ce V12. La monoplace qui doit accueillir ce moteur est déjà dessinée. C'est son ami l'empereur Baodai, que l'on voit ici avec Fangio et Gordini, qui financera le lancement du projet. Mais il doit renoncer à cause du non-soutien de Simca, et cette monoplace sera une Osca qui courra en 1951. Le sorcier n'a pas eu le temps de regretter ce projet. Fin 1949, apparaît une nouvelle distribution. Sur une culasse de fonderie, les tiges actionnées par l'arbre à cames commandent directement les culbuteurs d'échappement. Des culbuteurs de renvoi actionnent des tiges horizontales qui commandent les culbuteurs d'admission. Résultat, on gagne des tours et des chevaux. Le banc d'essai ne cesse de tourner, et Amédée supervise et observe avec attention les différents cadrans. C'était un type qui avait une oreille. Alors on sentait qu'il sortait les chevaux, on aurait dit qu'il faisait... C'était incroyable de le voir. Il dit, voilà, je sors 1500 chevaux. Mais c'était la 1500, il sortait des chevaux, je me rappelle. On entendait le bruit des voitures de chez Gordini. J'étais à un hôtel qui était l'hôtel MacMahon. De l'hôtel à Paris, j'entendais le bruit de la Gordini. On faisait des courbes et il était entre 2 et 3 heures du matin. Il y en a un qui s'est fâché un jour. Alors, le banc d'essai, il était dans le coin. Il y avait une verrière, c'était l'immeuble où il y a Dupont, là, oui. Il y en a un qui a jeté une brique ou je ne sais pas quoi d'en haut. Alors nous, il fallait voir, tout le monde a appelé à vendre parce qu'on a pensé que c'était le moteur qui explosait. Ben non, c'était le cas, il avait nous avait filé un truc sur la verrière. À un moment, c'était tous les soirs qu'on en prenait des pavés.
On prenait tout, il n'y avait pas que des pavés d'ailleurs, il y avait des boîtes de conserve, il y avait des litres, tout ce qui leur passait dans les mains, ils nous le jetaient, ils en avaient marre les gens. Hein. C'est des bandes d'essai qui tournent 24 heures sur 24 dans une cour d'immeuble comme ça, c'est pas tellement réjouissant. Hein. Une fois le moteur mis au point, pas de repos. Il faut tout de suite être à la hauteur de ses ambitions sur les circuits. Le Grand Prix de Pau cette année-là est sous le signe de la Formule 1, avec 3 Formule 2 autorisées à s'y mêler, et Gordini. Sommer et Villoresi, avec leur Ferrari 1500 à compresseur, décollent les premiers. Mais Fangio se retrouve très vite deuxième. Les Bleus misent sur leur sobre consommation pour éviter un ravitaillement inévitable pour les autres concurrents. Fangio prend vite le dessus. Et Manzon pointe 7e. Trintignant 9e. Et un nouveau venu depuis un mois, André Simon, confronté à des problèmes de boîte et très attardé. Il va vite devenir un des mousquetaires Gordini. Ses coéquipiers nous parlent de ce pilote atypique. Lorsque nous arrivions sur un circuit que nous ne connaissions pas ou que nous connaissions peu pour l'avoir parcouru une seule fois, ou l'année dernière ou l'année d'avant, il y en avait un qui improvisait à 100% et bien, c'était André Simon. On arrivait le vendredi, meilleur temps Simon, derrière il y avait... Entre Simon et Trintignant et moi, il y avait 2 ou 3 secondes de retard par rapport à lui. Le lendemain, samedi, il était passé derrière. Autrement dit, lui, il était dans le coup immédiat et il n'améliorait plus. Et nous, on n'était pas dans le coup tout de suite, mais nous améliorions. C'était un inquiet. Et je me rappelle un Grand Prix d'Albi, par exemple. Nous avons fini tous les deux. Alors Robert Aumetre nous dit, à mi-course, celui qui sera en tête, je lui fais voir le drapeau en question, et vous gardez vos positions, c'est-à-dire que ce sera le premier et le deuxième. Vous doublerez, vous vous amuserez, mais vous ralentirez. Alors moi j'étais en tête, et je vois le drapeau. Alors qu'est-ce que je fais? Bon garçon, je crois, je ralentis sur la ligne droite pour laisser passer Simon, pour le laisser un peu en tête quand même. Hein. Mais là, il est parti comme un fou en faisant le record du tour. Alors moi, je suivais pareil. Alors c'était lui ou c'était moi qui faisais le record du tour. On avait fait une course à la mort terrible, hein, ce qui n'existe pas normalement. Et alors, à l'arrivée, Gordini vous dit, pourquoi vous avez marché si vite? Alors, je lui ai dit, parce que Simon a voulu faire la course un peu. Alors Simon m'a dit, tu crois que j'ai fait la course? Je lui ai dit, écoute, il faut voir les choses comme elles sont, hein. Les records du tour, les tiens, les miens et tout, c'était plus la promenade, je lui dis. Et il a cassé son pont au dernier tour, alors qu'il était deuxième quand même. Et c'est un garçon qui était bizarre. Il était très sympathique, mais il avait un défaut, il était très caractériel. Je me souviens d'une course à Pau, je conduisais cette Gordini qui était difficile à maîtriser et qui fatiguait beaucoup, et j'avais des vapeurs d'huile et d'essence, et j'étais fatigué, mal à la tête. Je lui ai fait signe en tapant sur mon casque pour qu'il reprenne la voiture derrière moi, et il m'a carrément fait signe que ça ne l'intéressait pas du tout. Et c'était un garçon un peu comme ça. Il était inattendu, imprévisible, tout en étant un garçon charmant. Je m'entendais très bien avec lui. Mais voilà, moi, c'était en fin de parcours, et je sais qu'il avait été un des plus rapides chez Gordini à son époque. Malheureusement, à Pau, rien ne semble ralentir le pilote argentin. Manzon profitera de l'arrêt de González pour remonter en 6e position. La boîte de vitesse aura raison de la voiture de Simon. Et Fangio l'emportera avec 3 tours d'avance sur Manzon et 5 sur Trintignant.
C'est à cette époque que Gordini fait la connaissance d'un de ses futurs pilotes, Paul Frère, que nous retrouvons à Monaco. Ma première rencontre, oui, a été comme journaliste. Je suis allé le trouver dans l'atelier du boulevard Victor. Et bon, le premier contact n'a pas été tellement bon parce que il était d'avis que les journalistes lui faisaient perdre son temps. Mais quand il a vu que je n'étais pas le dernier des idiots en matière de mécanique, on a commencé à mieux s'entendre. Et finalement, il m'a emmené prendre un pot au bar de l'Action. Moi, j'avais une voiture qui était une grosse Jaguar que j'avais achetée à mon père, une Jaguar d'avant-guerre. Et lui avait son Agile Simca 8, bien affûté. Et quand je lui ai demandé où on allait, il m'a dit « Oh, ne vous inquiétez pas, suivez-moi ». Et puis il est parti comme une balle dans le trafic de Paris. Moi, j'ai eu tout le mal possible pour le suivre. Et quand on est arrivé, il m'a dit tout simplement « Vous avez une bonne voiture ». Et je dois dire que je me demande encore aujourd'hui s'il a voulu me tester ou s'il a voulu me semer. Trouver des chevaux est l'unique préoccupation de Gordini. Il est conscient de faire de la figuration en Formule 1. Et même en Formule 2, il doit trouver d'autres chevaux dans le 1500. Mais comment faire quand on ne possède pas un 2 litres? À Mons, pas de surprise en vue. Le directeur de course baissera son drapeau à damier sur Ascari, Villoresi, Vallone, Cortez et enfin sur Trintignant et Aldo Gordini. Buclé ne va même pas être qualifié. Alors, depuis longtemps, Amédée réfléchit à additionner un compresseur à ses 1500. Le moment est venu. Christian Huette nous en explique le fonctionnement. Les moteurs à compresseur, donc c'est des moteurs suralimentés. Et donc le compresseur, ce sont des éléments mécaniques, des lobes, qui compressent l'air avec le carburateur, avant ou après le carburateur, et ça augmente donc la quantité d'essence et d'air dans le moteur. C'est un peu l'ancêtre du turbo, hein, c'est un système différent, et donc ça augmente la puissance. Amédée Gordini l'a utilisé parce que c'était des petits moteurs 1500 à compresseur qui développaient à peine 100 chevaux, et avec le compresseur, il avait 170 chevaux à peu près. Il sera installé sur les berlinettes qui iront dans la Sarthe. Mais pour l'instant, il équipera les 2 monoplaces présentes au Grand Prix de Monaco de Formule 1. Son périple fut de courte durée. Un spectaculaire carambolage se produit au virage du bureau de tabac. C'est arrivé parce qu'il y avait deux alphas qui se sont mis en travers, etc., qui ont bouché la route. Et Fangio était devant, il a vu cette veine, il a pu continuer. Bon, alors là, les voitures ont le réservoir qui s'est percé, qui a coulé, et toutes les voitures qui sont arrivées derrière, parce qu'il n'y avait pas de drapeau à ce moment-là, sont rentrées dedans. Et toutes ont eu le réservoir crevé. Moi, j'ai pas touché. Hein. Je dis, non, moi, j'ai pas été accidenté. J'ai reçu par derrière, mais j'ai pas touché. Je me suis mis dans un trou où je ne pouvais pas passer, je me suis arrêté juste avant, contre les escaliers du bureau de tabac. Et à ce moment, elle est arrivée à Richel derrière, on est BAM! Elle est là. Alors j'ai touché devant, il m'a touché derrière, je suis resté là. Je suis descendu de la voiture, j'avais les pieds trempés, je regarde partir ce que c'était l'essence. Je suis parti en courant, j'ai dit, mon Dieu, s'il y a une étincelle là, nous sommes beaux. Chose extraordinaire qui m'a épaté terriblement, et qui m'épate encore aujourd'hui, c'est que Fangio était devant, donc il a fait un tour, il avait un tour d'avance, et il est arrivé dans le lot, dans l'essence. Et il était au milieu de l'essence. Et une voiture à compresseur, on accélère un tout petit peu, et ça fait chaque fois des flammes à l'échappement.
bloum, comme ça. Bon. Et là, il est arrivé, il accélérait normalement et tout, et il tirait les flammes à l'échappement. Sur l'essence, ça n'a pas pris feu. C'est une chose impensable. Fangio gagnera l'épreuve, privé d'une grande partie de ses adversaires. Le juge de paix sera donc les 24 heures du Mans, où l'équipe avait fait une piètre prestation l'année précédente. Amédée a engagé 7 voitures, et des pilotes comme Fangio et González en renfort, plus un jeune pilote moto, Jean Bérat. C'est l'effervescence dans le clan Gordini. Les 24 heures du Mans. Un départ si particulier. Il faut non seulement être vite, mais il faut sauter dans la voiture en étant déjà en pleine synchronisation avec l'accélérateur, l'embrayage, la boîte de vitesse. Et je me souviens qu'au Mans, d'ailleurs, on était 3 Ferrari au départ. J'ai pris le départ, Jean Debien prenait le départ et Jean Bérat. Et on est parti et on avait une limite à ne pas dépasser au point de vue tour, de manière à aller jusqu'à la fin de la course. Et je pars devant Jean Debien était avec moi, et pas de Bérat. Et je cherche Bérat, je me dis, qu'est-ce qu'il fabrique? Et j'ai su après qu'il avait sauté dans la voiture, et son pantalon est rentré dans le levier de vitesse. Ce qui fait qu'il n'arrivait pas à s'en dégager, et il a mis 10 ou 20 secondes avant d'arriver à ressortir sa jambe, son pantalon, le levier de vitesse. Il fallait une bonne synchronisation. Et certains coureurs l'avaient très bien et d'autres pas du tout. 2 berlinettes, 5 speeders officiels et une voiture client. Gordini est dévorant d'appétit de gagner et d'engager ses voitures. Ses compagnons n'ont pas le temps de chômer. Quand on voyait les 24 heures du Mans arriver, nous, c'était le summum, hein, parce que là, on en chiait, hein, parce que c'était 5-6 jours sans rentrer. Moi, j'ai ma mère qui est descendue à minuit le soir, me chercher. Alors, mais ne vous en faites pas, laissez-le, je vais vous en faire un homme de votre fils. Parce que ma mère ne comprenait pas. Hein, Les 2 berlinettes à compresseur sont confiées à Fangio González et Trintignant Manzon. Les 8 voitures bleues attendent l'heure fatidique. Lorsque Charles Farroux donne le départ, personne ne se doute que cette édition 1950 des 24 heures du Mans sera un tombeau pour les 8 voitures. Aucune ne passe la ligne d'arrivée. Un mal récurrent frappe les voitures, les culbuteurs cassent. À vouloir trop en faire, Gordini s'est éparpillé et n'a pu éviter la déroute. Vexé, silencieux sur le trajet du retour, Amédée se force à se concentrer sur le prochain Grand Prix de l'ACF à Reims. À Nanterre, chez Simca, on fait grise mine, le patron le sait. La course de Formule 2 verra Simon terminer 2e derrière Ascari sur sa Ferrari et devant Stirling Moss sur HWM. Aldo Gordini, en proie à des problèmes moteurs, se traînera jusqu'à la 7e place. Trintignant sera contraint à l'abandon. L'ensemble des résultats est honorable. Mais ce qui redonne le sourire aux sorciers, c'est la course de Formule 1. Manzon, qui pilote la 14 GC où un moteur type 15 à compresseur respire une pleine santé, termine 4e. C'est la première fois qu'une Gordini figure au classement du championnat du monde avec 3 points. Le trèfle à 4 feuilles que Robert a peint sur son casque pour être sûr qu'Amédée en ait toujours un à portée de la main a rempli son contrat.
4 semaines plus tard, pas moins de 8 monoplaces sont engagés dans le Grand Prix de Genève de Formule 2. Manzon terminera 5e du Grand Prix des Nations de Formule 1, qui sera endeuillé par la mort de 3 spectateurs, suite à une sortie de piste de Villoresi qui n'a pu éviter l'huile perdue par le moteur d'Ascari. Le moteur à compresseur a une fois de plus tenu. Mais revenons au Grand Prix de Genève. C'est Branca qui est le plus prompt au départ, mais son embrayage ne résistera pas à cet enthousiasme, sévèrement commenté par le patron. Villoresi, sur sa Ferrari 2 litres, en profite pour prendre le commandement, suivi par Trintignant et Simon. Pétoulet mène la chasse. Au 38e tour, les écarts diminuent, et au 40e, Villoresi, dépité, s'arrête au stand. Des problèmes de suspension le contraignent à l'abandon. Les 2 mousquetaires se trouvent donc en tête. C'est un triomphe face à la Scuderia Ferrari. Le patron a retrouvé la joie des grands jours. Il est temps de s'arrêter quelques instants sur un membre de l'équipe très particulier. Quand on a parfois près de 8 voitures engagées dans une course, il faut trouver le moyen de transport approprié. Dès 1948, Amédée récupère un camion vendu par les douanes qui deviendra un des totems indissociables de l'équipe Gordini. Le vieux, il avait repéré ce camion, c'est un camion 5 cylindres de Lancia, qui était comme ça. On était le chercher, on a tiré ça. On a mis 2 ans pour faire ce camion, c'était épouvantable. Rehausser un bahut comme ça, il n'y a pas de démarreur dessus. Il fallait le lancer à la manivelle. On était à 4 avec la manivelle pour le mettre en route comme ça. C'était un camion qui servait à l'armée allemande en Russie, ça. Et en Russie, les démarreurs, ça ne marchait pas, il faisait trop froid. Et il y avait un lanceur qui était... On était de la table comme diamètre, là, puis il fallait se mettre à 4, il y avait une manivelle comme ça, et on tournait, et plaf, on enclenchait le truc, et c'est le démarreur, il cassait sinon. Alors ça, on en a vu avec ce camion. On l'a rentré donc à la porte de Versailles, et alors on l'a surélevé, tout ça, on mettait 2 voitures dedans. Et quand on a voulu sortir le camion, il a fallu casser la porte. À la porte de Versailles, parce que le camion était plus haut que la porte. Ça, c'était Gordini, ça. Quand il partait au Nürburgring, il y avait le camion Lancia, il avait 2 voitures, plus le stock de matériel. Il y avait la fameuse remorque Tollet qui était derrière. Et pour emmener la 4e voiture, ils accrochaient à une barre fixe une formule encore derrière. Et il y avait un mécanicien ou un copain qui était assis dedans et qui faisait Paris-Nürburgring, le cul derrière le camion et la remorque pour aller sur le circuit. Au mois d'août 1950, les membres de l'équipe découvrent le Nürburgring, ce circuit hors norme de plus de 100 virages. Il a été créé vraiment comme s'il était une route nationale. Ce qui fait que, comme la région est montagneuse, c'était un circuit superbe avec des descentes, des côtes, des virages, énormément de virages, des bosses. C'est un circuit qu'il faut vraiment bien connaître pour arriver à y aller vite, parce qu'il y a beaucoup d'endroits où on arrive à un endroit qui est suivi d'un virage, mais qu'on ne voit pas parce qu'il est derrière une bosse ou derrière des haies. Et il faut savoir où on est. Souvent, dans plusieurs cas, il faut commencer à prendre le virage avant de le voir. Quand on connaît bien le circuit du Nürburgring, les bermes, c'est de la terre tassée. Mais le malheur veut que s'il pleut ou c'est orageux, il y a un tas de petites sources qui se mettent dans la terre de la berme. Il ne faut surtout pas rouler là. Par contre, s'il fait très sec, que la berme est bien tassée, on gagne un temps fou
à couper les virages en marchant sur la terre. Et pour le public, c'est un circuit magnifique parce qu'il y a un tas d'endroits très spectaculaires où le public a accès et où les gens se rassemblent. À l'époque, le Grand Prix et d'autres courses, les 1000 km, c'était vraiment des événements. Les gens venaient là 3 jours à l'avance, installaient leurs tentes, installaient des baraques avec des victuailles, des boissons, etc. C'était vraiment une fête populaire. Sur les 22 km, il y avait des petits villages qui se construisaient. Et c'était la grande fiesta, les 2 soirs qui précédaient la course. C'était la grande fiesta. Ils faisaient les feux de bois, ils chantaient et tout. C'était fantastique comme ambiance. Pour amener 11 voitures, le Lancia effectuera 2 allers-retours à Paris. Pour débuter la fête, à 10h du matin, ce sont les sports qui s'élancent. Les voitures sont réparties en 3 catégories selon leur cylindrée. Manzon prendra le départ sur la 1100 et s'envole. Il ne sera jamais rattrapé. Trintignant sur la 1500 s'amusera un peu avec les Veritas de Reiss et Elfrich et il prendra le large. Amédée et toute l'équipe n'est pas peu fiers d'entendre par 2 fois l'hymne national. À 14h30, on lâchera la meute pour le Grand Prix de Formule 2 qui compte pas moins de 9 Gordini. 4 seront à l'arrivée. Simon terminera second devant Trintignant, Ascari étant toujours intouchable. Laissons-nous bercer par ce tracé et par le récital donné ce jour-là par les Bleus. Le 10 septembre 1950, le monde de l'automobile est en deuil. Sur le circuit de Cadour, au volant d'une Cooper, Raymond Sommer quitte la piste pour des raisons indéterminées et se tue. Lorsque l'équipe arrive au Grand Prix de Périgueux,
Les hommes à battre sont Harry Schell sur sa Cooper, Moss et McLean sur HWL. Au premier éliminatoire, Simon, qui a réalisé les meilleurs temps aux essais, livre un duel sans merci contre la Cooper. Le Français passe la ligne d'arrivée en tête, tandis qu'Harry Schell va rentrer au stand avec son réservoir d'essence crevé. Pour la deuxième manche, les deux Gordini de Manzon et Trintignant vont faire le spectacle. Dans le dernier tour, Maurice mène, mais se laisse surprendre par son coéquipier qui le passe à la corde et gagne. La finale va se jouer entre les trois mousquetaires et Sterling Moss. Au 12e tour, les trois voitures bleues prennent le pas sur la voiture anglaise et la distance rapidement. Après l'abandon de Maurice Trintignant, commence un chassé-croisé entre Simon et Manzon. La fougue de ces pilotes inquiéterait presque le sorcier qui craint l'accrochage. Au dernier virage, Manzon profite du virage à droite pour passer Simon et emmène sa voiture à la victoire. Une victoire de plus pour Robert Manzon et Gordini. Chaque pilote a ses habitudes. Laissons le vainqueur de cette course nous raconter les siennes. J'étais jamais excité ni énervé au départ, j'étais calme, tranquille. Alors lorsqu'il annonçait 5 minutes, je commençais à regarder un peu autour de moi. Il annonçait 4 minutes, j'allais au box. Je donnais mon portefeuille, mon chronomètre à ma femme, lorsqu'elle y était, parce qu'elle n'était pas à toutes les courses. Je l'embrassais. Et à ce moment-là, et c'était le rituel, à toutes les courses, c'était la même chose, elle me disait « va doucement ». Naturellement, ça me faisait rire. Elle me disait « non, va doucement », non pas pour pas faire la course vite, mais pour éviter que je casse les voitures comme elle s'est cassée à toutes les courses. Parce que j'ai eu environ, dans les courses terminées, j'ai un podium sur 4, c'est-à-dire un podium de deuxième, de troisième ou de premier sur 4 courses, mais cela représente comme 25% des courses auxquelles j'ai participé, c'est-à-dire qu'il y en a 75% qui ont été abandonnés. Et à mon avis, dans les 75% abandonnés, il y a les meilleurs. Celles qui auraient dû être gagnées, qui ont été perdues. En 1951, il a abandonné 14 fois sur 23 courses. Il s'avère être la victime de la faiblesse qui commence à atteindre les Gordini, le manque de préparation, faute d'argent. Quand vous aviez une voiture qui s'arrêtait ou qui s'était virée, on se demandait toujours si ce n'était pas de notre faute. Moi, j'ai pris un ulcère à l'estomac à 25 ans. Parce qu'on était sur les nerfs. On vivait sur les nerfs, quand même. Moi, j'ai vu me lever en pleine nuit. Bon, j'habitais à côté. Et aller voir au garage, c'est parce que j'avais peur de ne pas avoir serré un écrou de roue ou une connerie comme ça, quoi. Et c'est vrai, on vit... je pense que tout le monde était un peu comme ça. On le vivait assez mal. Christian Huette nous éclaire sur le caractère du sorcier. Même si les premiers résultats n'étaient pas satisfaisants, il s'entêtait un petit peu dessus pour avoir la preuve que ça ne marchait pas. Il était assez têtu à ce point de vue-là. Mais quand ça ne marchait pas, il ne revenait plus dessus. Le début de l'année 1951 sera marqué par la naissance du moteur double arbre à 2 arbres à cames en tête et culbuteur court. La distribution est commandée par une cascade de pignons. Ce type de moteur sera pendant 4 ans sur les 4, 6 et 8 cylindres jusqu'à l'apparition des moteurs à linguet dont nous reparlerons plus tard. Côté châssis, aucune innovation à noter. Depuis qu'Amédée construit ses voitures, il applique la même recette criante de simplicité. Un dispositif en échelle, 2 longerons et des traverses. Côté suspension, à l'avant, on retrouve les bouteilles Simca 8, boîtier contenant ressort et amortisseur. À l'arrière, les barres de torsion à l'intérieur des longerons tubulaires sont commandées par 2 bras qui tiennent le pont par de courtes jumelles. Une pyramide de tubes soutient les amortisseurs télescopiques. Le 8 avril, au circuit de Marseille, le moteur double arbre fait ses débuts en course. Début très prometteur, car si Manzon abandonne suite à une rupture de la semelle d'arbre à cames, Trintignant finit 2e et Simon 4e. Au bol d'or, les 3 et 4 juin, victoire de Scarron,
après l'abandon de Béra. Pour la première fois, une Sport, équipée du moteur double arbre, a gagné. Henri Théodore Pigozzi, PDG de la Simca, souhaite à ce moment que les voitures engagées au Mans 1951 soient aussi bien préparées. Ces 24 heures du Mans, où 4 voitures sont engagées, vont voir la disparition de Larivière sur Ferrari, beau-frère d'André Gelfi. Moi, je tournais relativement vite et lui, il tournait quelques secondes de moins que moi autour. Alors, j'avais interdit qu'on lui passe les temps. Et parce que j'ai dit, il va se casser la gueule, parce qu'il voulait toujours aller plus vite que moi. Ce qui devait arriver est arrivé. Et il est arrivé trop vite au bout avant de prendre au théâtre rouge, avant de prendre la ligne droite. Et c'est marrant, il a même pas essayé de freiner. Il a été tout droit, parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas tourner. Et il n'a pas eu de peau. Il a la voiture qui a sauté le petit talus, et il y avait entre les arbres, il y avait des fils de fer barbelés. Quand la voiture a sauté, son corps s'est levé, il a pris le fil de fer là, la tête a été sectionnée complètement, elle est partie derrière la voiture. Et le corps s'est crispé sur le volant, le pied a enfoncé l'accélérateur, et quand la voiture est tombée sur les roues, elle est partie comme une bombe, elle a traversé une haie, elle est rentrée dans une cour d'une maison. Et c'est là que je suis venu, et je vous dis, j'ai jamais vu autant de sang de ma vie, il y avait 5 litres de sang dans la voiture, et ça m'avait évidemment fait quelque chose, et la tête souriait, c'est marrant, il souriait. Les Gordini seront frappés par l'usure prématurée des arbres à cames. À la mi-course, plus aucune voiture n'est en piste. Les Simca ont déçu. Et Pigozzi, qui espérait une victoire, est très mécontent. La rupture avec Simca va devenir inévitable. Pour rompre le contrat, Simca a été assez grand, je crois, parce qu'ils ont renouvelé le contrat pour 52 comme mécène. Donc leur nom ne devait pas apparaître, mais ils ont redonné la même argent qu'en 51, à Médée en 52, ce qui leur a permis de faire le 6 cylindres. Il s'est séparé de Simca parce qu'il voulait absolument faire un 6 cylindres et que Simca ne voulait pas. Il voulait courir qu'avec des moteurs dont il commercialisait un moteur à peu près semblable. C'est donc Simca produisait des 4 cylindres, il fallait que ça reste un 4 cylindres et pas un 6. C'est la raison un petit peu du divorce. Au trophée international de Mété, l'équipe retrouve le goût de la victoire avec le triplé Manzon, Simon, Trintignant. Les Gordini auraient-elles retrouvé leur souffle avec le double arbre? Au Sable d'Olonne, c'est le début en monoplace du 4e mousquetaire, Jean Béra. Nos 4 mousquetaires finissent aux 4 premières places, avec dans l'ordre Simon, Manzon, Béra et Trintignant. Béra s'approprie le record du Tour et c'est le début de son épopée chez Gordini. Trintignant gagnera à Albi et à Cadour. C'est encore le triplé gagnant avec Trintignant, Manzon et Béra. Le Grand Prix d'Espagne est la dernière course avec Simca. Si l'argent n'a jamais coulé à flot boulevard Victor, il risque maintenant de faire cruellement défaut. À ces problèmes financiers, d'autres problèmes s'ajoutent. Trintignant est parti et Simon cherche un volant ailleurs. Amédée va aussi devoir affronter l'avenir sans son fils Aldo, avec qui les relations conflictuelles atteignent le point de non-retour. C'était peut-être difficile d'être le fils d'Amédée Gordini, et Aldo ne pouvait pas faire ce qu'il souhaitait, donc il est parti fin 51. Il y a eu des petits problèmes financiers entre eux aussi, et donc ils se sont fâchés à ce moment-là, puis après, lorsque Aldo est revenu en France, ils se sont revus. Donc, mais c'était la période Renault. Donc il s'est beaucoup passé de temps. Donc ils avaient des opinions et des points de vue différentes sur la manière de voir l'avenir et de concevoir la mécanique. Donc c'est pour ça qu'ils se sont fâchés. C'est surtout Aldo qui est parti, qui voulait faire quelque chose lui-même d'autre. Amédée est maintenant penché sur la table à dessin. Il regarde tranquillement les plans d'un nouveau châssis et d'un moteur 2 litres 6 cylindres qui doit répondre à la nouvelle réglementation. Si le départ de son fils lui pèse, les espoirs à venir
le tir de sa mélancolie.